bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Aujourd'hui, c'est le mercredi. Le mercredi, c'est un peu culturel, pas que. Et le mercredi, comme par hasard, on reçoit que des femmes. Alors, on va commencer. Isabelle Vestris, bonjour. Bonjour, Dani. Cindy Darmain, bonjour. Bonjour, Dani. Elle est première adjointe à la communauté de vieux habitants. Aïcha Agira, conseiller technique en action sociale à la CAF de la Guadeloupe. Nadia Keita, directrice de la Maison des Milles qui va s'ouvrir samedi. Et on va terminer avec Joël Damas, qui est chroniqueuse ZCL et qui est écrivaine, autrice, et Carole Ergolas. Voilà, 6 femmes ce matin. Et c'est pas un choix. Hein. Je dis tout de suite, c'est pas un choix personnel. C'est arrivé comme ça. Sinon, l'actualité, le conseil municipal de la ville des Abîmes, c'était hier soir. Charles-Louis Dagonia était là. Le déjeuner champêtre solidaire association Le Soleil Levant, devant la caméra d'Olivier Félix, la fin des travaux d'enfouissement du réseau CIMEG. Enfin, Nicolas Hatchi et la journée des infirmières aussi avec Charles-Louis Dagonia. Voilà un peu ce qui fait l'actualité. Eh bien, on va commencer par interroger ces personnes qui sont là. La directrice du MAC, j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'actualité au MAC. Ah, on peut dire ça, Dani. On fait dire ça. Une grosse actualité. Oui, une grosse actualité, évidemment. On est dans le mois des mémoires, donc le MAC est au cœur de l'actualité, au cœur des mémoires guadeloupéennes, caribéennes. Oui. Et donc, je suis là pour vous parler de ce mois des mémoires qui a déjà commencé. Ah oui, il a commencé. Il y avait un Big Band, c'est ce samedi. Oui. Il y avait un Big Band près d'une centaine de musiciens, de danseurs. Oui. C'est assez rare. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était à l'Archipel, quand l'Archipel existait, mais c'était il y a très très longtemps. Alors, comment ça se présente pour les jours et semaines à venir? Eh bien, déjà, j'aimerais revenir sur le 10 mai qui était vraiment extraordinaire et je voudrais remercier le public parce qu'ils sont restés malgré la pluie pour supporter justement les artistes. Donc, merci aux artistes. Ah, mais c'est normal, c'est normal, ce genre de spectacle. Oui. Si tu fais ça tous les samedis, tu fais ça jardin comble tous les samedis. Non, c'est vrai. Et effectivement, là, on continue à travailler sur ce mois des mémoires. On a une actualité dès demain avec Opéra Limier, qui est un magnifique spectacle qui est mené par Marie-Sabine Clémençon, Sonny Troupé, Jean-Michel Lesdel, Joël Géardi. Un opéra créole, en fait. Un opéra créole avec du théâtre, de la poésie. Ce sera vraiment un moment extraordinaire. C'est demain soir au Mémorial Act. Oui. On continue avec la dimension caribéenne, évidemment, puisque le MAC a cette vocation caribéenne, Centre caribéen d'expression. Yonkorelotte, c'est ce dimanche. C'est la fête du drapeau haïtien. Et on va lever à nouveau le drapeau haïtien sur le fronton du MAC. C'est en attendant de lever celui de la Guadeloupe. Exactement. Il est déjà en tout cas, Haïti, il est déjà levé derrière toi. Et c'est à l'invitation du consulat et du Mémorial Act. On aura une très belle projection du film La rançon de la liberté de Michel Reynette. Oui. Et juste avant ça, donc, une cérémonie protocolaire avec la levée du drapeau en présence du vice-consul d'Haïti en Guadeloupe. Et puis des prestations artistiques avec les associations de la communauté en Guadeloupe. Oui. Rendez-vous dimanche 18 mai, rendez-vous demain. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Oui. C'est pas fini. Je tourne les pages pour ne rien oublier. Jounou Kemete Athènes Poko Voijou. Oui. Ça te dit quelque chose? Bien sûr, bien sûr. C'est un terme que je connais bien. Ce sera le 24 mai au Mémorial Act, parce qu'on oublie souvent Ignace et ses compagnons. Et bien là, on va les mettre à l'honneur à travers une fresque qu'on va présenter sur le Morne Mémoire en partenariat avec le Centre caribéen des arts, encore cette dimension caribéenne. Qui sera présenté donc le samedi 24 mai. Oui. Et évidemment, une dimension musicale. On invite Mano Dichango, Samuel Laviso, j'ai peur d'en oublier, Sylvain Joseph, Jonathan Jurion, Kid Curse, Cabas et Wumanoka. De gros musiciens, là. Des gros musiciens. Des gros modants. C'est exactement ça. Qui nous préparent là déjà. On a reçu les vidéos des répétitions et je trouve que ça va être génial. Ça va être incroyable. Alors ça, c'est quand ça? C'est samedi 24. Notez ça sur vos agendas. Ça va être à ne pas rater. À ne pas rater. À 19 h à l'auditorium du Mémorial Act. Donc vous pouvez déjà prendre vos tickets. Et c'est vraiment une composition qui sera en hommage à Ignace et ses combattants. Jounou Kemete Ate Poko Voijou. Et évidemment, le grand jour
du le 27 mai. C'est le jour J ou le MD? Le MD, tout ça oublié. C'est le jour vraiment qu'on commémore chaque année au Memorial Act. Mais cette année, ce sera vraiment... on a voulu marquer le coup pour marquer justement cette renaissance du Memorial Act. Et on a choisi une pièce HDN, un opéra du tout le monde. Donc, HDN, c'est Histoire de nègre. C'est une pièce qui a été faite par Édouard Glissant et qui est adaptée par Gilbert Lomor. Exactement. Et je peux vous dire qu'on était en repérage hier. Ce qu'il nous a dit qu'il allait faire, on me pose un voice en Guadeloupe. Il a déjà fait la pièce, je l'ai déjà vu, alors j'imagine mais là, il a remixé. Il adapte la pièce pour le MACT. D'accord. Il utilise le bâtiment pour faire parler le bâtiment. Il utilise l'architecture, il utilise la mer. Il fait parler l'ensemble du lieu. Et donc, voilà, il y aura des choses sur la passerelle, il y aura des surprises, il y aura... Voilà, ça va être vraiment une version... totalement renouvelée de Histoire de nègre. Comme on dit, c'est un remixage. Exactement. Avec évidemment l'intervention de Vukung, donc toute cette partie spirituelle, toute cette partie qui rend hommage à nos ancêtres finalement et qui nous ressemble. Bravo. Bravo, j'en dis pas plus. On revient vers toi tout à l'heure. Je me tourne vers Madame Darmin parce que c'est le mai de Vieux Habitants aussi. Oui, et il y a aussi beaucoup de choses là-bas. Effectivement. Ça a commencé depuis combien de jours? Ça a commencé, mais justement, j'allais vous dire, donc ça a commencé depuis le 30 avril avec une élection de Miss qui était magnifique. Et nous avons continué comme d'habitude avec une fête, la fête patronale à Vieux Habitants, comme d'habitude le 1er mai. C'est vrai que ça a été pour nous une très très belle fête à hauteur des Abyssois. Je remercie d'ailleurs les sponsors, toutes les personnes qui ont participé à cette fête, tous les acteurs économiques. C'est vrai, c'était vraiment une belle fête et on continue. Donc l'idée pour la municipalité, l'équipe qui est en place, c'est de rester de manière dynamique. Et pour une fois, exactement, mais mois de la mémoire également pour nous. Donc on va parler de la culture, de la tradition. Le maire disait que Vieux Habitants a un côté mémoriel aussi. Oui, justement, c'est pour ça que je rejoins la directrice d'ailleurs. Et c'est le côté mémoriel à Vieux Habitants où nous avons tout ce qui est tradition, la culture qu'on met en avant. Et ce mois de mai, ce sera jusqu'au 31. C'est la plus vieille église de la Guadeloupe. La plus vieille église, j'allais en venir, la plus vieille église de la Guadeloupe. Et on y tient, qui est d'ailleurs en construction actuellement. Qui est en rénovation, on va dire. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour nous, on a voulu continuer cette année. C'est un mois qui est très important pour nous, qui va s'étendre jusqu'au 31 mai. Et c'est vrai que cette année, je disais que la municipalité, l'équipe qui est en place, a voulu toucher un peu les autres quartiers, comme on faisait avant. Et donc, on va toucher 2 quartiers ce mois-ci. Donc, ce week-end... C'est pour ça que je suis là, pour vous parler du bleu abyssois qu'on aura. On aura effectivement un cousinière le week-end prochain, donc on va en parler après s'il faut, mais c'est pas moi qui vais présenter. Donc le bleu abyssois pour nous qui est très important et ça se passe autour de la mer également, puisqu'on a voulu décliner le bleu abyssois et adapter dans chaque quartier un thème. Et pour la voûte, ça se passe à la voûte, ce sera le bleu abyssois. Alors la voûte, c'est où je ne connais pas. Donc la voûte, c'est à Marigot. Donc je pense que vous connaissez Marigot. Je connais Marigot quand même. Marigot, donc ça va commencer depuis le 16, vendredi 16 jusqu'au 18. Donc 16, 17, 18, donc sur 3 jours, où on va parler, tout ce sera entre mer et terre. Donc il y aura des activités sur la terre, mais également des activités au niveau de la mer. Donc on va dire que les pêcheurs vont être valorisés un petit peu. Les pêcheurs vont être valorisés, ce sera le moment, c'est de la mémoire, de valoriser, de rendre hommage, j'ai envie de dire, aux pêcheurs, de permettre aux jeunes étudiants, parce que le vendredi, ce sera vraiment une journée pédagogique avec les étudiants, je dirais les élèves du lycée de Blanchette, et également les collégiens qui vont venir participer à cette journée pour leur montrer les différents métiers, mettre en exemple les différents métiers qui existent au niveau de la mer. Parce que la mer, il n'y a pas que des pêcheurs. On peut faire beaucoup de choses. On peut avoir de la détente, on peut aussi pêcher autrement. Donc, il y a 2 plages à Vieux Habitants, si je me trompe. Non, il y a plusieurs plages à Vieux Habitants. Il y a 4, combien? Donc on a l'étang, je vais vous citer. Donc l'étang, nous avons la plage Simao, nous avons la plage de Rocroi. Et donc on a vraiment un littoral. Donc l'idée en fait pour ce week-end, c'est vraiment de mettre à l'honneur notre littoral. Parce que très souvent on ne connaît pas Vieux Habitants, le littoral, parce qu'on a un beau littoral, il faut le dire, que la population guadeloupéenne ne connaît pas systématiquement. Donc l'idée c'est ce week-end de montrer que le littoral s'étend quand même de Anse, de Val-de-Lange, pour appeler vos plages, les plages, et s'étend jusqu'à Anse à la Barque, donc soit 3 km. Un petit morceau dans ça la Barque.
C'est coupé en deux. C'est coupé en deux, mais on a un bon petit morceau. C'est la première adjointe de Bouillante qui m'a dit ça. Oui, mais on a un bon petit morceau également, donc il n'y a pas de jaloux entre Bouillante et Vieux Habitants à ce niveau-là en Saint-Labarque. Donc, si bien que dernièrement, nous avons fait un nettoyage du littoral, l'espace Mamalier, la trace Mamalier, et ça s'est vraiment bien passé. La population est venue nous aider, et franchement, ça mérite d'être visité. Donc, l'idée, en fait, pour ce week-end, c'est de permettre aux touristes de visiter, mais aussi la population guadeloupéenne de connaître notre littoral, et notamment la voûte. Et la fête se passe vraiment à la voûte, entre terre et mer, comme je disais. Et surtout, on va mettre à l'honneur nos pêcheurs, mais également les acteurs économiques. On peut manger du poisson, par exemple. Mais justement, le but, c'est de manger du poisson. Ah. De poisson. Donc, il y aura un concours de bokit de poisson. C'est pas du poisson congelé, non? Non, normalement, non, on est à la plage. Il y a ce qu'il faut. On va pêcher, et donc, il y aura des concours de pêche. Oui. Également, donc par l'association faut pas que je me trompe, AVHCLS, avec le Vito et la Qualité Abyssoise. C'est eux qui vont organiser ce concours de pêche. D'accord. Donc il y aura aussi des démonstrations. On va aussi parler des différentes problématiques, hein, parce qu'il n'y a pas que des activités, tout ça et tout. On va parler aussi des différentes problématiques concernant la problématique de la Guadeloupe, tout ce qui est chlordécone, sargasse, et aussi notre vrai problème actuel, le retrait des côtes. Donc on va parler. Il y a des sargasses à Vieux Habitants? Oui, de temps en temps, ça vient, oui, effectivement. Même pas comme à Marguerite, non? Non, pas vraiment. C'est généralement en Saint-Labarque qu'on en trouve, mais ça vient et le lendemain, il n'y a plus rien. Ça disparaît. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de présenter le bleu abyssois en rapport avec l'économie bleue, et parler des différentes problématiques qu'on rencontre, notamment les problèmes du littoral, qu'on rencontre actuellement, l'environnement. Montrer l'importance, comme vous avez dit, de la mer. L'importance, parce que dans la mer, c'est une vie aussi. Donc l'importance de l'océan, et il faut en prendre soin. Alors moi, je suis obligé de faire une remarque à vous deux. C'est qu'en réalité, en Guadeloupe, il se passe beaucoup de choses, mine de rien. Je dis ça sans aucun chauvinisme, parce que j'ai vécu dans d'autres îles de la Caraïbe, en Martinique, Dominique, etc. Mais c'est incroyable, ça. Comment on explique ça, cette activité, ce dynamisme culturel en Guadeloupe? Je crois qu'il y a directrice d'une structure culturelle. On est certainement l'endroit où il y a le plus d'artistes au mètre carré. Ah, donc, d'accord. Et de créateurs. Les artistes doivent se produire, doivent montrer ce qu'ils font, et donc forcément, ça crée une dynamique imparable. C'est incroyable, hein. Quand on regarde le programme des activités en Guadeloupe, on le compare à la Martinique, à Fort-de-France, quand même, qui est plus grande que Bastia et Pointe-à-Pitre réunis, ils n'arrivent pas à la moitié, hein. Et puis on a aussi de très beaux établissements qui permettent d'accueillir ce type de... Je n'osais pas le dire. Bon, non, mais c'est vrai que c'est une activité. Alors, moi, je reviens vers toi pour te poser une question quand même. C'est le 10e anniversaire du MAC, mine de rien. Est-ce que ça passera sous l'eau ou bien... Non, alors déjà, on l'a fêté le 10 mai. C'est pour ça qu'il y avait cette très belle manifestation, parce que le 10 mai 2015, le MACT a été inauguré officiellement. Et donc, on a ouvert ce cycle 10 mai 2015, 10 mai 2025, qu'on a appelé un petit peu cette renaissance, finalement, du Mémorial Acte. Et on a mis à l'honneur la transmission. On a appelé ça Petit à Petit, pas qu'à fête sans ongles, parce que justement, on veut montrer... Un beau slogan, ça. Exactement. On veut montrer l'importance de la transmission et le rôle que le MACT doit jouer dans cette transmission. Donc, on avait Luc Hubert Séjor, on avait Big Banca, où il y a toutes les générations. On avait Demos, qui a fait une magnifique prestation. La Banda Carnot, qui est aussi... ce sont des jeunes talents qui sont l'avenir de la musique de demain. Et donc on a vraiment fait un bel anniversaire, on va dire, officiel. Et le mois de juillet arrive. Le mois de juillet, c'est le mois de l'ouverture du MACT. C'est le mois d'ouverture? C'est le mois d'ouverture au public du MACT. Ah, d'ouverture. Le MACT a ouvert au public le 7 juillet 2015. Le 7 juillet, c'est spécial, si on voit quelque chose. Donc, on te reverra avant le 7 juillet. Il faudra me revoir, parce qu'on a tellement de choses à dire. On avait une réunion avec les équipes aujourd'hui, justement, où on débriefait sur tout ce qu'on a à mettre en place. Mais on aura beaucoup de choses à dire. Et j'ai oublié quelque chose sur le 27. Vas-y. Parce qu'il n'y aura pas que HDN, même si HDN, c'est déjà vraiment quelque chose de très important. Mais on invite les Guadeloupéens à venir commémorer l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe à partir de 15h30. Il y aura une séquence un peu officielle avec une commémoration. Et puis après, 18h HDN. Et on va accueillir Nouvelle Génération K,
donc des épélissiers, donc la formation de ces jeunes talents qui sont empreints de nos traditions. Et on va terminer sur un lait rose, enfin, on va dire un coup de tambour, avec la piétonne, évidemment, Monsieur Ladrizo. Ladrizo, oui. C'est un incontournable du MAC, Ladrizo. Exactement, oui, c'est vrai. Et on aura également Monsieur Anzala, qui sera notre invité. Et donc, on est vraiment, vraiment très, très, très heureux. Bon, le MAC, ça marche bien. Ou la marche, ça marche bien. Bon, en tout cas, je me rends compte qu'il y a un dynamisme qui se prolonge, qui continue, et que c'est tant mieux pour le MAC et tant mieux pour toi aussi. Je pensais que ça allait être tendu, difficile. Non, ça commence à s'apaiser. Vous savez, tout est compliqué. On sort d'une situation, d'une crise, hein, on ne va pas se le cacher, tout le monde le sait, donc on ne va pas se le cacher, mais on peut dire que les équipes sont au rendez-vous, qu'on a envie de réussir tous ensemble, et ça change tout. D'ailleurs, on a, pour la fin du mois, on termine le mois des mémoires sur une exposition exceptionnelle, l'inauguration d'une exposition. J'ai vu celle de Dabajo, était vraiment top. Oui, vraiment incroyable, top. Incroyable. Antoine était chez nous aujourd'hui, justement. On a non, c'est vraiment haut niveau. Hein. Et là, la suivante, alors ça sera un peu différent. Ce sera une exposition sur le cinéma décolonial. Ah bon, le cinéma décolonial. Sarah Maldoror. Oui, la première cinéaste guadeloupéenne. Exactement. d'Angoula. Son nom, Sarah Ducados. Oui. Le père était Marie Galantais, la mère gersoise, et qui a sillonné les pays du Sud principalement pour justement présenter, pour filmer ce qui n'avait jamais été filmé. Donc l'Afrique et sous un angle décolonial, toujours. Et donc c'est cette exposition qui a été présentée en 2021 au Palais de Tokyo et qui sera remixée pour la Guadeloupe, pour le MACT. Et c'est quand? C'est C'est à partir du 31 mai. 31 mai. L'inauguration sera le 31 mai. Et on a eu Miami. À ne pas rater, ça. À ne pas rater. Non, vraiment. Vraiment, ça va être une très belle exposition cinéma, mais aussi art plastique, puisqu'on aura des œuvres de Miami Hindu qui est venu nous faire une fresque de 30 mètres de long. Dans la salle d'exposition du MAC, donc très très impressionnante, très belle, et Minia Biabiani et Mathieu, qui est une artiste guadeloupéenne qu'on ne présente plus, et Mathieu Cléiet-Babonneuf qui est un artiste d'origine guyanaise. Voilà. Madame Darmé, rien d'autre à ajouter? Ou encore quelques notes? Non, ça va? C'est juste le programme à dérouler, mais sinon ça va. Ça va? Le programme. Donc rendez-vous ce week-end? Ce vendredi, dès vendredi matin, à 7h, avec la mise en place d'un village, comme je disais, avec les jeunes du lycée de Blanchette. Il faut savoir que le lycée de Blanchette a mis en place le CAP maritime. Donc pour montrer qu'aujourd'hui... Ah oui, c'est vrai qu'on suit des bateaux, tout ça. Oui, voilà, donc nous sommes sur une île et il faut en profiter. Et puis on peut montrer de l'apprentissage aux jeunes. Et comme je disais, ils peuvent se trouver une vocation là-dedans. Il n'y a pas que la pêche. Il y a d'autres moyens, d'autres techniques qu'on peut mettre en place pour pouvoir pêcher ou encore faire de l'aquaculture. Il y a de l'aquaponie également. Donc l'idée, c'est de les permettre à ces jeunes de découvrir autre chose que la mer. Que la détente, il y a plein de choses à faire au niveau de la voûte, et ce sera ce moment-là. Après, il y aura une ouverture de stand avec les troisièmes, je parlais des collégiens, peut-être pour pouvoir les orienter par la suite. Donc, ce sera le but. Ensuite, démonstration et confection d'outils de pêche. Donc, c'est avant, et c'est là qu'on pêchait. On faisait la scène, la nasse. Donc, on va montrer comment, on va démontrer aux jeunes comment ça se passait auparavant. Voilà. Bien, c'est noté. Merci d'être venu. Et donc on vous attend, on vous attend ce week-end. On viendra, c'est ça, c'est sûr. On est obligé, nous, mais les Guadeloupéens qui nous regardent maintenant, ils savent même pas où donner la tête. Il faut venir découvrir ce littoral, il faut venir découvrir la vôtre parce que vous ne connaissez pas. Donc je vous invite, madame la directrice également, à venir. Je ne sais pas, ce week-end, vous êtes chargée. Ça va être compliqué pour elle. Ça va être très compliqué pour elle. Donc je vous invite tous à venir nous voir, nous rencontrer à vis-à-vis. Voilà. 12h53, bien, on revient à l'actualité la plus basique. C'était le conseil municipal de la ville des Abîmes. Situation financière commence à s'améliorer. Charlie Dagonia était sous place, on regarde. Le prix de l'excellence, c'est de permettre aux enfants qui vont changer de classe, c'est-à-dire qu'ils vont sortir en primaire et passer en classe de 6e, d'être valorisés. Et puis de se sentir aussi confortés pour leur passage en 6e et pour qu'ils puissent avoir une bonne continuité après les classes primaires. Donc c'est une action qui permet aussi de valoriser l'année scolaire menée et puis en même temps aussi de conforter ces enfants-là parce qu'un enfant qui est de primaire, d'élémentaire à primaire,
pendant tout ce qui s'est passé, toutes les années là, ont connu beaucoup de difficultés. Et arriver en CM2, quand même, c'est un parcours qui doit être valorisé. C'est dans ce sens-là que nous menons le prix de l'excellence pour les enfants aussi, pour les inciter à continuer dans ce sens, à lutter contre l'échec scolaire, à lutter contre les problématiques de l'illettrisme, à permettre à l'enfant en tout cas d'avoir une assurance pour sa continuité éducative. Alors, la charte de territoire que la ville des Abîmes signe pour la deuxième fois avec le parc national permet une co-construction, un accompagnement, parce qu'il est vrai que le parc national a une expertise en développement durable, en biodiversité, en protection de la nature. Et cet accompagnement nous permet de valoriser, de promotionner effectivement notre territoire. Il y a plusieurs fiches actions, on en a à peu près 11, sur le changement climatique, sur Nati et Kilti, que le parc national fait pendant les vacances dans chaque territoire. Et la ville des Abîmes, bien sûr, est très heureuse chaque fois de signer cette convention parce que c'est une richesse, c'est une expertise. Et on va encore plus loin, le parc national nous accompagne désormais dans le fonds vert, c'est-à-dire comment répondre aux subventions européennes. Et ça, voilà, nous obtenons, grâce à ce partenariat, des subventions qui nous permettent de développer le tourisme vert, de développer notre ville et donc créer une belle attractivité et puis faire reconnaître notre territoire comme vrai poumon de biodiversité sur notre territoire. Voilà, il est 12h56, c'est la première pause de la première séquence. On se retrouve tout de suite après la pause. C'est sur à peu près 13h avec Aïcha Girard et Nadia Keita. Tout de suite. Avec vous, il est 13h03. Nos deux prochaines invités sont arrivés. Aïcha Girard, bonjour. Bonjour. Elle est conseillère technique en action sociale à la CAF. Merci d'être là. Et Nadia Keita, bonjour. Bonjour. Et c'est la future, c'est déjà la directrice de la maison des 1000 jours. 1000 premiers jours. 1000 premiers jours. On va en parler dans un instant. On revient rapidement à l'actualité. L'actualité, c'est un déjeuner champêtre solidaire qu'a organisé l'association Soleil Levant. Olivier Félix était sur place, on regarde son reportage. L'association Le Soleil Levant, en partenariat avec son foyer de vie Le Soleil Levant, organise aujourd'hui ce déjeuner champêtre solidaire afin de sensibiliser sur le monde autrement différent par rapport à leur handicap de déficience de troubles intellectuels, afin de récolter des fonds parce que nous avons un projet ambitieux qui est l'hébergement des adultes en situation de handicap. Donc c'est récupérer des fonds parce que ce projet est là depuis quelque temps et nous voulons faire ce projet se concrétiser. C'est pour cela que nous faisons ce moment de convivialité, de partage, d'inclusion pour pouvoir récupérer des fonds et mieux connaître le monde du handicap. Je vais dire que la situation, c'est la bonne humeur, c'est la joie, puisque quand on vient au foyer, c'est un foyer de vie, donc on y apporte de la vie. Mais on rencontre aussi des difficultés, puisque la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est qu'on rencontre le vieillissement de la personne en situation de déficience intellectuelle. Je ne dirais pas en situation de handicap, parce que souvent, quand on entend handicap, on entend trouble moteur, on ne voit pas certains handicaps, mais les troubles de la déficience intellectuelle. Et ce sont des personnes qu'on doit accompagner, mais 24 sur 24, 7 jours sur 7, dans quasiment toutes les tâches de la vie quotidienne. Donc on est confronté à cela au foyer. Tous les jours, on doit les accompagner, apporter de la joie dans leur vie et les accompagner à exécuter certaines choses, des activités éducatives, développer leur motricité. On travaille un peu tout. Notre objectif, c'est pouvoir aussi venir en aide aux aidants. Parce que si la personne en situation de handicap est dans un lieu d'hébergement, ça va pouvoir soulager la personne. Le lieu d'hébergement, ça peut être temporaire, ça peut être en semaine, ça peut être à long terme. C'est un internat, mais c'est aussi un temps pour que la famille puisse aussi, ce qu'on appelle le répit, se poser. Parce qu'avoir un enfant en situation de handicap, le prendre en charge depuis la naissance, c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides parce qu'à certains moments, on a envie de baisser les bras. Et le fait de savoir qu'il y a ce centre pour pouvoir permettre aux parents de se poser sur du personnel qualifié, du personnel compétent, ça va déjà soulager psychologiquement les personnes de savoir que leurs enfants sont pris en charge dans des mains de professionnels compétents.
Je suis maman d'un adulte autiste qui a bientôt 34 ans et je sais que le combat n'est pas évident, mais ce qui m'a encore plu, c'est parce que le combat, il est noble. Le Soleil Levant veut justement déployer ses ailes et accueillir des parents, mais aussi les résidents en internat. Comme ça, ils ne partiront pas à 16 heures, mais pourront dormir sur place. Et même les parents qui ont des soucis de santé ou autres pourront donc laisser leurs enfants et partir tranquillement. Donc ce projet où on a besoin justement des finances, ça permettrait justement de solliciter tous les Guadeloupéens autour de nous pour créer ce projet, pour que ce projet prenne vraiment vie. Alors pour nous, professionnels, la mission ne s'arrête pas vraiment. C'est-à-dire que les personnes rentrent chez elles, mais nous, on a des temps de réunion où on réfléchit à comment améliorer l'accompagnement. On a des temps où même chez nous, hein, on est investi parce que je pense que c'est vraiment une mission, comme vous dites, et qu'on est investi là-dedans, on réfléchit à comment apporter des choses nouvelles, comment innover. Donc on est en perpétuelle recherche, perpétuelle activité. Donc on essaye en tout cas d'apporter des solutions pour les personnes constamment. Visiblement, c'était plus qu'un déjeuner. À ce que j'ai vu là, on devait s'amuser follement. Bien, alors, venons à des choses sérieuses. Il s'agira de Nadia Keita pour la maison d'inauguration samedi de la maison des 1000 premiers jours. Alors, explication, qu'est-ce qu'une maison de 1000 premiers jours, Madame Keita? Alors déjà, pour identifier qu'est-ce que c'est les 1000 premiers jours, c'est les 1000 premiers jours de bébé. Du bébé, j'imagine. Exactement. Et on considère que sa vie débute in utero. Donc les 1000 premiers jours, ça part du 4e mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Ça, c'est le terme. Voilà. Mais nous, à la maison des 1000 premiers jours, on accompagne depuis le désir de bébé, depuis le désir d'une grossesse, jusqu'aux 18 mois de l'enfant. Et la maison des 1000 premiers jours, c'est donc un espace qui va permettre un accompagnement des familles durant cette période-là. Et c'est un accompagnement sur plusieurs volets. C'est-à-dire que quand tu viens à la maison des 1000 premiers jours, tu peux autant recevoir des informations par des professionnels de santé, parce que c'est une période où on se pose beaucoup de questions, même si on a déjà des enfants, les enfants sont différents, donc, ou même le vécu de grossesse est différent, donc on peut avoir des questions. Et donc, il y a des professionnels qui peuvent y répondre. On s'adapte vraiment aux familles. On vient vraiment les rejoindre dans leur réalité. On peut aussi avoir des outils pour mieux passer cette période au niveau psychologique, parce qu'il se passe plein de choses dans cette période-là. On a plein de bouleversements. Et parfois... l'état émotionnel peut être un petit peu bouleversé durant cette période, que ce soit personnellement, mais ça peut aussi bouger les choses même dans son couple. Parfois, on peut découvrir aussi qu'on va faire ce parcours en solo. Parfois, ça bouge les lignes aussi avec sa propre famille, etc. Donc, c'est vrai que c'est aussi un endroit où on va avoir un accompagnement pour mieux vivre les choses à ce niveau-là. Et puis, c'est un endroit où on va pouvoir faire des rencontres, tisser du lien. Il y a la notion, ce qu'on appelle de pair aidance, PAIR, c'est-à-dire, en gros, s'entraider entre futurs parents et parents. Et donc, c'est une vraie petite communauté. Et on se sent vraiment pousser des ailes, en fait, au travers de ce qu'on vit à la maison. D'accord. Donc, ça signifie, Madame Girard, qu'il faut être déjà à la CAF pour pouvoir bénéficier de cette maison des 1000 premiers jours. 1000 premiers jours, non, pas du tout. Hein. Ah bon, n'importe quelle femme ouvert, qui accouche peut venir là? Exactement, c'est ouvert à tout type de public. Ah bon? Voilà, la CAF va participer parce que la maison des 1000 premiers jours rentre dans notre champ de compétences, le soutien à la parentalité, comme Mme Keita vient de vous l'énoncer. Nous sommes dans l'une des missions de la CAF, qui est le soutien à la parentalité. C'est en ce sens que la CAF a eu à accompagner le projet de Mme Keita, de l'association My Sweet Home, dont elle est la directrice. Et la CAF a eu à l'accompagner tant sur l'ingénierie que sur le financement. My Sweet Home existe depuis combien de temps? Alors, la My Sweet Home, ça existe, ça a ouvert en plein régime en septembre.
2024, même s'il y a eu un gros travail préalable pour lancer. D'ailleurs, on a eu vraiment un beau soutien parce que c'est un vrai challenge de monter ce type de projet et le soutien de la CAF et de nos autres partenaires nous ont aidés à cela. Et du coup, c'est vrai que c'est un gros volet, le soutien à la parentalité dans notre structure. La prévention en santé aussi, puisque on a, dans les 1000 premiers jours, un développement au niveau du cerveau du bébé qui est très, très important. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans cette période-là. Et c'est pour ça que c'est très important que les parents puissent avoir des clés, des outils pour être accompagnés, pour donner les meilleures chances. Mais alors, une question, parce que c'est à peu près la question que j'ai posée à Madame Girard. Une femme qui vient d'avoir un enfant, dont les 100 premiers jours, comment cette personne peut venir à la maison? Il faut faire une demande? Comment le recrutement est fait? Alors, on peut même venir avant, pendant la grossesse. On n'est pas obligé d'attendre. Ah, on peut venir même pendant la grossesse. Exactement. Ou même avant, on fait des groupes de parole pour les personnes ou des séances d'information quand on veut démarrer une grossesse dans les bonnes conditions. Mais voilà, dès la grossesse, on peut venir nous consulter. Et vraiment, c'est très simple. C'est très simple. On nous envoie un message WhatsApp et comme ça que nous, on donc il y a un numéro de téléphone, WhatsApp. Exactement. Alors c'est quoi? Alors c'est le 06 90 64 98 83. Et ce qui est très important à savoir, c'est que grâce au financement de nos partenaires, donc notamment la Caisse d'allocation familiale, il y a également l'Agence régionale de santé et puis le conseil départemental, la communauté d'agglomération du Riviera du Levant et la mairie du Gosier. Eh bien, grâce à tous ces partenaires, tout est accessible gratuitement pour les familles. Donc, que vous soyez une maman, que vous soyez un papa, que vous soyez une grand-mère, parce que les mamies sont importantes aussi, elles aiment beaucoup venir à la maison, c'est vraiment une petite famille à la maison. Et vous pouvez nous envoyer un message et nous après, on va aiguiller, on va dire la marche à suivre. Et puis on travaille beaucoup avec le maillage territorial, c'est-à-dire aussi avec les maternités, les services de PMI, les cabinets libéraux, etc. Et comme ça, ça leur permet, s'ils pensent que ça pourrait être utile, la maison, et bien là, ils nous orientent aussi les familles. Alors, Madame Girard, comment la CAF s'est impliquée dans cette maison? Comment elle a accompagné la création de cette maison? Alors, la création a débuté depuis... Enfin, l'accompagnement, a débuté depuis 2023. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'accompagnement... C'était suite à un appel à projet? Non, pas du tout. Madame Keita s'est rapprochée de nos services pour nous exprimer son souhait, qu'elle avait cette idée de création et comment on peut l'accompagner. Donc, on l'a accompagné tant sur l'ingénierie, c'est-à-dire sur la faisabilité du projet, sur le projet dans son ensemble, tant sur l'aspect économique, l'aspect financier, l'aspect professionnel également. Et puis après, comment ça se décline, le projet est présenté en commission d'action sociale de la CAF, qui va donner son avis tant sur le contenu du projet que sur la demande de financement. Et une fois que l'avis est favorable, le projet peut voir le jour. Alors ça veut dire qu'une fois que la maison sera inaugurée, la CAF lâche l'affaire ou bien continue? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Effectivement, donc l'inauguration est prévue ce samedi 17. Mais à partir de quelle heure? Ça part de 9h? De 9h à midi pour, on va dire, le côté protocolaire, le côté officiel. Et puis, il y aura une porte ouverte de 14h à 18h pour le tout public. Mais je rebondis également sur le fait que l'initiative qui a été prise de consulter nos partenaires, elle vient aussi du fait qu'il y avait eu un lancement par le rapport des 1000 premiers jours au niveau national. Il y a une recommandation qui a été dictée sur les maisons des 1000 premiers jours. On est labellisé d'ailleurs, notre structure. Et donc c'est parti aussi de ce cadre-là. Et après, en local, c'était extrêmement important de se rapprocher de tous les acteurs et partenaires du territoire.
Alors, quelle différence il y a, enfin, je posais aux deux la même question, entre une crèche et la maison de 1000 jours, des 1000 premiers jours? Quelle est la différence entre une crèche traditionnelle? La crèche, oui. Voilà, la crèche, nous sommes dans de l'accueil collectif des enfants de 0 à 3 ans, mais par rapport à la maison des 1000 premiers jours, la maison des 1000 premiers jours, on est plus sur un lieu ressource où les parents, les mamans, les papas, les enfants vont trouver des réponses à leurs questions avec des professionnels, mais également à travers des ateliers. Et donc, quelle est la capacité de la maison? Je veux dire, combien d'enfants ou de parents, etc., elle peut accueillir à la fois? Ça dépend des ateliers, parce que c'est très important pour nous d'être qualitatif. Vraiment, quand on accompagne les familles, on accompagne vraiment de façon très personnalisée. Et c'est pour ça qu'elle s'y sent si bien. Enfin, là, on a démarré depuis septembre. Oui. Et franchement, c'est extraordinaire ce qui s'y passe. Enfin, on voit vraiment les changements, on voit que ça leur fait du bien, qu'ils ont envie de partager aussi. Ils apprennent aussi énormément. Donc, c'est vraiment le nombre de personnes, ça dépend des ateliers. Par exemple, quand on fait... de la danse prénatale pour pouvoir travailler le corps, se sentir bien dans sa tête, et bien là on peut avoir un peu plus de monde. Si par exemple, donc on fait ça avec Xavier Chasseur-Daniel, quand on fait par exemple un atelier écriture avec Érosène, et bien on va avoir un peu moins de monde parce que c'est important voilà, d'être très attentif dans ce type d'atelier. Là c'est la sophrologie avec Prisca Binorinette, là on a des interventions des travailleurs sociaux de la CAF. Voilà, ça, en fait, ça dépend vraiment. Mais globalement, on peut accueillir jusqu'à combien à peu près le jour où tous les ateliers fonctionnent, disons? Sur une journée complète? Oui. Sur une journée complète, on peut accueillir, si on met 10 familles, je dirais 30 à 40 familles sur une journée. Avec 1 ou 2 enfants? Alors, parfois, il y a des jumeaux, donc ça va être 2 enfants. Parfois, il y a la fratrie. Parfois, il y a la mamie qui est là. Parfois, il y a la tati. Parfois, il y a le papa. Parfois... Donc, en fait, nous, c'est tous les proches d'un bébé qui est dans ces... Et à l'intérieur, alors, les gens qui fonctionnent, enfin, qui travaillent dans la maison, ce sont des professionnels de la natalité, enfin, je veux dire, de l'enfance, de la petite enfance. Des personnes de la petite enfance. C'est ça. Mais pas que, hein. Il y a également des professionnels de santé. Il y a des professionnels de santé diplômés. Donc vraiment avec infirmières, etc. Puéricultrices, sages-femmes, il y a des psychologues, il y a diététiciennes, assistantes sociales de la CAF. Voilà. Et conseillères en économie sociale et familiale également aussi de la CAF qui ont eu à intervenir. Lors d'ateliers. Voilà, consultant en plein lactation, sophrologue. Et puis il y a aussi des professionnels du monde socio-culturel, avec Stéphane Labajotte, avec Lydia Barlagne. Alors, ça veut dire qu'il y a quelquefois de la chanson, de la peinture, des choses comme ça? Alors, en fait, on approche ce qu'on appelle une prévention en santé holistique, c'est-à-dire qu'on est très global dans l'approche. L'idée, elle est au travers d'ateliers qui vont paraître ludiques, etc. Mais au final, il y a vraiment une manière de le penser pour que ce soit utile, pour que après on se sente mieux ou qu'on ait appris quelque chose. Et passer par la culture, c'est important. En plus, on a une riche culture en Guadeloupe et c'est important de l'amener dès tout petit aux enfants. Quand Stéphane fait par exemple de l'exploration sonore et qu'il amène le cas, etc. Enfin voilà, c'est des vibrations. Plus on les a tôt et plus on s'en imprègne. Et voilà, et puis on élargit même le chant. Quand on fait avec Lydia Barlagne du chant, c'est aussi une manière d'amener de la culture, mais également travailler la respiration, travailler l'apaisement, parce qu'il y a des moments quand on est maman, on n'en peut plus, ou papa d'ailleurs, et du coup, le fait de faire des vibrations et chanter, c'est quelque chose qui va nous faire baisser en tension. Donc voilà, il y a toute une conceptualisation. En fait, il faudrait garder en tête que la maison des 1000 premiers jours n'est pas un accueil, un mode de garde en fait. Par rapport, comme la crèche, c'est un mode de garde. Voilà, on va déposer son enfant, on le récupère, voilà, et on part. Là, la maison des 1000 premiers jours, on est dans un soutien. La famille, quoi, en fait, c'est ça. Voilà, la famille, oui, comme Mme Keita a déjà le dit, hein, ça peut être le papa et la maman seulement, la mamie. Mais voilà, et ils vont, comment dirais-je, ils vont exprimer aussi à travers les ateliers qui sont proposés
leur ressenti, comment ils se sentent à travers la parentalité. Combien d'ateliers qui fonctionnent? Ça dépend de planning, c'est ça? On a déjà beaucoup de groupes de discussion. Par exemple, on a des groupes de discussion où, par exemple, il n'y a que les futurs pères et pères. Ils sont entre hommes et ils peuvent échanger entre eux. Parce que c'est vrai, les papas, finalement, on ne leur pose pas tellement la question à eux, comment ça va. Et pourtant, ça bouge. Et puis, en plus, c'est des nouvelles générations, etc. Donc, les choses bougent. Et c'est vrai que ça leur fait beaucoup de bien. Ils aiment bien discuter entre eux. On a des groupes de parole, par exemple, quand on a vécu un accouchement difficile. On a des groupes de parole quand on se sent aussi dépassé, parce qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui vivent des dépressions du postpartum. Et c'est très tabou, parce qu'on n'ose pas dire qu'on ne va pas bien. Il y a beaucoup de parents qui se sentent seuls, alors qu'il y a la famille autour. Mais des fois, même s'il y a la famille et tout ça, eh bien, vraiment, c'est difficile de parler à des personnes qui nous connaissent. D'accord. C'est la première maison, le 1000 jours en Guadeloupe, mais il y en aura d'autres? On le souhaite. Oui. On le souhaite. Non, parce que celle-là, elle est en grande terre. Mais il y a Marie-Galante, il y a les Saintes, il y a la Basse-Terre. On le souhaite, donc j'espère que... Il faudrait qu'il y ait une autre Nadia, c'est ça? En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter pour notre territoire, qu'il y ait d'autres lieux ressources comme la maison des 1000 premiers jours où les parents peuvent trouver un moment de répit, parents et enfants. Parents et enfants. C'est un vrai lieu ressource. C'est noté. Rendez-vous donc samedi matin à partir de 9h. Alors, une dernière chose. Les ateliers commencent le matin à quelle heure? Alors, en fait, il n'y a pas de plage fixe. C'est-à-dire qu'il faut consulter notre site, notre Instagram ou notre site internet. Oui. Donc, l'Instagram, c'est My Sweet Home 1000 jours. C'est My Sweet Home. My Sweet Home, oui. 1000 jours. Et le site internet, c'est mysweethome971.com. Oui. On a l'agenda. Et à ce moment-là, on peut s'inscrire dans des ateliers. Mais se termine quand même avant 18h, les ateliers? Non, il y a des ateliers qui terminent à 20h, 21h. Ou les parents qui travaillent, parfois. Les papas, et pour les papas, que les papas puissent être là. Ah oui, le papa revient après le travail, c'est ça? Oui, aussi. Il vient chercher l'enfant. Parfois, ça finit tard, parfois, on fait le samedi. D'accord. C'est ouvert jusqu'au samedi ou même le dimanche? Parfois le samedi. Ça nous est arrivé les jours fériés. Mais c'est plus des petits causés, c'est des moments conviviaux. C'est plus... parce qu'il y a tout ça aussi. Il y a des partages de repas, des partages de goûter, des petits causés. Donc c'est... D'accord. Voilà, il y a tout ce côté-là. Bien. Merci, mesdames. Merci Madame Girard. Du Moule, j'imagine. Et merci... De Sainte-Anne. Non? Non, de Sainte-Anne. Sainte-Anne? Oui. Girard ou Sainte-Anne. Je crois que c'était à Marie-Galante. Bon, alors 13h23, fin des travaux d'enfouissement du réseau CIMEC, c'est pour l'électricité d'un certain nombre de régions du Nord Grande Terre ou de la Basse-Terre aussi. C'est Nicolas Hatchi qui a fait le reportage. Je vous conseille de regarder. Vous savez, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Et c'est vrai que c'était compliqué de pouvoir faire des déviations, permettre aux gens de travailler, à l'entreprise de travailler correctement. Mais aussi, c'est vrai, il y a toujours un mouvement à Saint-Claude. À Saint-Claude, c'est une ville qui est particulière, elle est comme elle est, mais voilà. Mais enfin, on a pu quand même concilier et puis aussi les administrés ont accepté quand même un peu le dérangement, ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, la satisfaction, c'est de pouvoir inaugurer cette portion de route qui est vraiment très, très agréable. Les enfouissements a deux visées. La première visée, c'est donc la résilience des réseaux, faire en sorte que le réseau puisse bien résister aux aléas climatiques. Nous sommes en pleine période de changement climatique. Nous voyons les impacts des différents ouragans sur notre territoire. Donc la première des choses, c'était ça. Donc rendre résilient ce réseau électrique. La deuxième chose, la deuxième visée, bien entendu, et nous le voyons derrière nous, c'est aussi d'avoir une esthétique par rapport, ne plus avoir de fils qui traversent un petit peu partout et d'avoir une esthétique dans les centres beaux pour permettre aux gens d'avoir un endroit agréable et bel à regarder. Chaque fois qu'il y a un cyclone, avec les fils, il y avait toujours des problèmes et tout. Donc, c'est de l'esthétique finalement, en enlevant tous ces fils, en les cachant. Et ça rend un peu la ville plus agréable, plus belle. Et puis voilà. Donc on était sur à peu près de 700 mètres linéaires de travaux. On est sur un budget de 200 000 €, financé à 60% par le CIMEG et à 40% par la commune de Saint-Claude, de façon à pouvoir mettre en place et surtout réaliser ces travaux-là. C'est des travaux
La première phase a duré environ 9 mois. Et puis, il y a toute la phase de raccordement des pétitionnaires, la phase télécom. Donc, ce qui fait que les travaux en global ont duré 29 mois. Pour l'année prochaine. Voilà, il est 13h25. On prend la dernière pause. Dans un instant, on va recevoir nos deux derniers invités, nos deux dernières invitées, Joël Damas et Carole Golaz. À tout de suite, restez avec nous. Oui, voilà, il est 13h31. C'est l'heure, tout à l'heure, de chronique de Envie. De quoi encore? De rien. Envie d'écriture. Bon, avec Joël Damas le mercredi. Et cette fois-ci, elle est avec une invitée qui s'appelle Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. On regarde ça mis avec eux. Et Golaz. J'ai tout dit. Hein. Voilà, vous avez tout dit. Elle est aussi écrivaine. Elle a écrit quelque chose sur les enfants, c'est ça? Les mamans. Les mamans, sur les mamans. Bien. On vous retrouve dans un instant. Le temps d'aller faire un petit tour à Paris avec Maurice Cessé. C'est parti. Béatrice Bélé, notre compagnie ici à l'Assemblée pour une réaction aussi à propos de ce communiqué commun des parlementaires concernant le dossier chlordécone, puisque vous le savez, l'État a décidé de se pourvoir en cassation. Une réaction, Madame Bélé? Écoutez, c'est inadmissible et c'est bien pour ça que nous signons aujourd'hui un communiqué commun pour qu'il fasse force et poids. Nous avions l'intention de chacun faire un communiqué, mais là, ça suffit. Bon, on ne voit pas comment aujourd'hui l'État peut se démettre de sa responsabilité lorsque l'on sait que pendant près de 20 ans, l'État français a décidé d'autoriser un pesticide qui était interdit depuis 1975 aux États-Unis, qui ne sont pas connus pour la propreté de leur exploitation agricole. Donc nous allons nous pourvoir évidemment par ce communiqué, mais nous allons également soutenir et faire mettre tout en œuvre pour que ce pourvoi de l'État ne soit pas opérant, pour que nous puissions battre l'État en brèche sur cette question de responsabilité. Il y a une responsabilité, elle a été établie et nous devons évidemment aller plus loin aujourd'hui. Nous sommes très mécontents, en effet, très déçus aussi du comportement de l'État profond, de l'État hypocrite, de l'État méchant français. Je rappelle que, je ne vais pas refaire le scandale de la chlordécone, le scandale où l'État a donné des autorisations, alors même que l'on savait que ce produit était cancérigène. Et puis, ça avait plutôt pas trop mal commencé, puisque le premier président de la République qui reconnaissait la responsabilité de l'État, c'est le président Macron, en 2018. Il affirme la responsabilité de l'État. Personne ne l'avait fait avant lui. Donc ça, c'était bien. Et puis après, ça n'a été que des déceptions. Ensuite, à l'Élysée, j'étais présent. Il commence à nuancer en disant « il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène forcément ». Premier dérapage. Et enfin, nous avons les tribunaux qui s'appuient sur des textes que nous contestons en disant qu'il y a prescription. Et puis, malgré tout, ces mêmes tribunaux français arrivent à reconnaître la responsabilité de l'État. Alors, au lieu que l'État profond, cette administration, je dirais, sournoise et méchante et irrespectueuse des souffrances des peuples, accepte cette responsabilité gentiment, sans faire de vagues, et bien là, en catimini, 2 jours avant la prescription, elle se pourvoit en cassation. C'est scandaleux. Voilà, sur le chlordécone, c'est encore une affaire qui va avoir de rebondissements. Alors, on est le mercredi, et le mercredi, qu'est-ce que c'est? C'est envie d'écrire, pas de lire. Ni de sourire. Ah oui, de ça. Ni de dire. Tout à la fois, en fait. Tout à la fois. Parce que l'écriture, c'est plein de choses. Hein. Lecture, sourire, etc. Oui. Voilà, c'est parti. Alors, bonjour quand même, Joël. Bonjour. Et on a déjà dit bonjour à Madame Carole R. Golaz, qui t'accompagne. Oui, j'ai dit Carole R. Cette fois-ci. Et donc... chronique avec Libération. Alors, explique-moi ça un peu. Le thème aujourd'hui, c'est écriture et libération. Parce que, comme je l'avais dit, le côté un peu thérapeutique de l'écriture, c'est aussi ça, se libérer de certaines, on va dire, charges. Et pour moi, en fait, quand j'ai lu le livre... De quel livre C'est beau. Oui, qui s'appelle Bonheur et tribulation d'une jeune maman. D'une jeune maman. On vit beaucoup de choses en tant que maman, et là, j'ai juste l'impression que, voilà, il fallait se libérer de... Alors, au-delà du rôle de maman, hein, des
des remarques des autres, des conseils des autres qu'on n'a pas demandé. Donc vraiment, elle a retracé ça avec un humour. Alors j'avoue que ce livre, c'est une vraie pépite pour moi parce qu'on rigole. Moi, j'ai rigolé quasiment du début à la fin. Alors, je te pose la même question. Comment tu l'as rencontré? Comment je l'ai rencontré? Alors, j'ai été contactée par quelqu'un de mon entourage qui avait lu le livre. Il m'a pas dit de quoi. La personne ne m'a pas dit de quoi ça parlait. Elle m'a dit, je t'envoie une première de couverture et dis-moi. Quand j'ai vu la première de couverture... Oui, la couverture est drôle. Elle est drôle. On voit une maman qui a des nausées, on voit une maman qui, au bout de sa vie, parce que c'est la fin, une maman qui se fait uriner dessus par son bébé, et une maman qui tient son bébé avec beaucoup d'amour. Et en fait, c'est tout ça à la fois, en fait. Et moi, en tant que maman, je me suis reconnue. Et j'ai sauté le pas et j'ai contacté Carole. Je lui ai dit, mais non. Bon, Carole, explique-nous un petit peu. Déjà la couverture, les dessins, pourquoi? Déjà la couverture. Alors la couverture, c'est... Déjà, je remercie Anthony Campras qui m'a fait la couverture. Oui. C'est une couverture qui a pas mal de succès. C'est vrai que j'ai des bons retours dessus. Et en fait, la couverture, c'est exactement ce que je voulais. Enfin, déjà, tout ce qui est sur la couverture, ça m'est arrivé. Et je pense que ça arrive un peu à toutes les mamans. Oui. Et j'ai voulu aussi des femmes de différentes origines sur la couverture. Parce que c'est un livre pour toutes les mamans, justement. C'est pas juste pour les mamans... antillaises, même si on est en Guadeloupe, c'est pas juste pour certaines mamans, c'est vraiment pour toutes les mamans. Donc voilà. Et c'est après avoir été maman que vous avez voulu écrire ça, ou bien c'est avant d'être maman? Ah non, c'est une fois que j'étais maman. Ah, vous étiez déjà maman. Donc oui, il y a un peu l'expérience de la maman aussi dans ce livre. Ah ben totalement, il y a totalement l'expérience de la maman dans ce livre. D'accord. Bien, alors Joël, c'est la suite. Hein? Oui, alors j'aimerais juste, parce que au-delà de la couverture, donc c'est vrai qu'on voit qu'elle est assez drôle, j'aimerais juste lire un extrait, parce que je pense que les mamans vont se reconnaître. Alors, je ne vais pas tout lire, je vais lire vraiment des parties, mais en fait, le rythme est très effréné, et je pense que les mamans, elles vont se dire, ah oui. Alors, préparation, on est au moment du bain. Préparation, remplir la baignoire et trouver la bonne température pour l'eau, soit 37 degrés. Bien sûr, c'est souvent trop chaud. Dans ce cas, je rajoute de l'eau froide. Mais alors, finalement, il y a trop d'eau, donc je dois en vidanger une partie. Et ça y est, c'est trop froid. Vous devinez mon air exaspéré. Et ensuite, déshabiller bébé. Oui, c'est bien ça. L'eau est de nouveau trop froide. En fait, c'est vraiment... Quand je l'ai lu, cette partie-là, j'étais explosée. Et jusqu'à un moment où l'eau, elle est trop froide, elle est trop chaude. Enfin, on s'en sort pas, en fait. Moi, je pose une question à Carole. Est-ce qu'on parle du papa dans le bouquin? On parle aussi des papas. Parce que le papa, des fois, il se réveille à minuit, 2 heures du matin, quand la maman est fatiguée, pour aller faire le biberon. J'aime bien je dirais que ça dépend des papas. Hein. Comment ça dépend des papas? Tous les types de papas. Elle a parlé de tous les types de papas. Dans le livre, donc... Ah bon, mais quand la maman est fatiguée... Tous les papas ne font pas ça. Tous les papas ne font pas ça? Ah non, je l'ai bien fait, moi. Faisaient ça. Ah, je l'ai bien fait, moi. C'est vrai? Alors, moi, j'aimerais savoir... Mais j'ai parlé des types de papas qui font ça aussi. Comment? J'ai parlé de tous les types de papas. Des papas qui font ça et des papas qui ne font pas ça. Parce que, est-ce que tu vas te reconnaître, Dani? Oui, vas-y. Il y a les papas gâteaux. Oui. Il y a les papas volontaires, mais pas trop non plus. Oui. Et il y a les papas pas encore prêts. Je suis tout ça à la fois. Voilà. Non, mais c'est vrai parce que je me souviens, l'enfant pleure. Le dernier biberon, c'était à 20h. Alors, il te dit, bon, ça y est, il s'est endormi, il ne va pas se réveiller. Ah, j'ai une journée fatigante, etc. Alors, le papa s'endort vers 21h, l'enfant dort, la maman dort aussi. Et puis, à 1h30 du matin, alors tu vas y aller. Hein. C'est comme ça que ça se fait. Mais pas dans ça dépend, oui, ça dépend. En fait, moi, dans ce livre, c'est vrai que je parle à la première personne. Je l'ai écrit comme ça parce que c'est un petit peu une autobiographie aussi. En fait, justement, c'était drôle pour moi de l'écrire comme ça. Maintenant, c'est pas que mon histoire. C'est l'histoire de plusieurs personnes. C'est ça, c'est un mix. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je dis, en fait, je parle de moi, je dis, mais c'est pas vraiment à moi que c'est arrivé. Peut-être que c'est arrivé à une amie. D'autres personnes, oui. Voilà, en fait, j'ai pris les témoignages de plusieurs personnes. En fait, à chaque fois que j'entendais les gens me parlaient de certaines choses quand j'avais l'idée du livre, je notais dans un coin de ma tête. Des fois, après, je rentrais chez moi, je notais sur un bout de papier. Oui. Et franchement, certaines de mes copines, d'ailleurs, je leur ai dit, quand tu vas le lire, peut-être que tu vas te reconnaître à un moment. Donc, tu me diras si tu t'es reconnue dans le livre. Donc, c'est pas...
Je l'ai vraiment écrit pour que toutes les mamans se reconnaissent, en fait. Ouais. Donc, des fois, c'est pas vraiment mon histoire. C'est pas que mon histoire. Non, j'imagine qu'un livre, c'est jamais qu'une histoire d'une seule personne, sauf une vraie biographie qui n'est même pas faite par soi-même. L'autobiographie, c'est assez rare. Mais alors, ça veut dire qu'il y aura un livre sur les papas. Ah, je sais pas, j'ai pas encore prévu de livre sur les papas. Mais oui, j'ouvre une fenêtre, là. Pourquoi pas, hein. Oui, parce que il y a, bon, comme Joël dit, tous les papas ne font pas ça, mais il y a des papas qui aident les mamans, qui font la vaisselle. Il y en a, qui repassent, même qui repassent. Bon, je ne sais pas repasser. Oui, mais il y a des papas qui aiment repasser parce qu'il y a des mamans qui n'aiment pas repasser. Oui, moi, je ne sais pas repasser. Mais pour la vaisselle, on peut faire. Nettoyage, oui, quand même, un petit peu. Pour le bébé, on peut le faire aussi. Mais j'ai parlé de tous les types de papas, effectivement. Ouais. Il y a, en fait, c'est comme les mamans. Hein. Toutes les mamans sont différentes. Et bah, là aussi, les papas sont différents. En tout cas, c'est un bon plan d'avoir fait ça. J'ai trouvé que c'était bien, d'autant plus que j'invite même les papas à lire ce livre-là pour se rendre compte. Parce qu'au-delà de l'humour, on voit l'enchaînement de la charge qu'il y a. La charge mentale dont on parle tous les jours. Et on se rend compte des fois que les réactions, quelquefois, qu'on ne comprend pas de sa femme qui vient d'avoir un bébé, etc. Quand on lit ça, on se dit « Waouh, mais en fait, ok, je comprends mieux pourquoi elle était irritée. » Voilà, parce qu'il y a des papas qui disent « Mais t'as fait quoi de la journée, en fait ?» Parce qu'ils te retrouvent avec le bébé, genre, t'as pouponné toute la journée, mais non, en fait. Donc, c'est pas tous les papas, heureusement. Mais c'est vrai que ce livre-là, je trouve que c'est écrit avec suffisamment d'humour et de légèreté pour certains propos, pour que ça soit lu par vraiment et maman et papa. Hein. Car l'humour, c'est volontaire aussi. Ah oui, c'est volontaire. Hein. Oui, mais en fait, j'avais vraiment envie de l'écrire sur ce ton-là. Pour moi, j'ai même pas eu l'idée de l'écrire autrement, en fait. C'était vraiment pour dédramatiser, rigoler, peut-être prendre les choses qui sont un peu difficiles à la légère. Et puis, je pense que c'est bien, effectivement, que les papas le lisent. Parce que, en fait, des fois, quand c'est votre conjoint qui va vous dire quelque chose, enfin, votre conjointe, du coup, voilà, peut-être qu'ils vont pas vraiment comprendre. Peut-être que si ça vient de quelqu'un d'autre, ça vient d'un livre, ils vont se dire, bah oui, c'est vrai que... Juste avant vous, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai reçu un représentant de la CAF, parce que ce samedi, ils vont ouvrir la maison des 1000 premiers jours. Alors, les 1000 premiers jours pour enfants, c'est-à-dire que des parents... Papa, alors la dame qui était là a bien dit, papa, maman, mamie, tati peuvent venir avec l'enfant dans des ateliers qui sont faits pour les enfants, pour justement ça sauvageuse, pour pouvoir faire en sorte que il y ait de convivialité, de la maternalité, tout ça, pour les femmes, mais pas que pour les femmes. Parce que l'enfant il naît de la maman, mais il ne tombe pas du ciel. Il ne tombe pas du ciel, exactement. Il ne tombe pas du ciel. Et en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est en combien de temps à peu près tu as écrit ce livre-là? Est-ce que c'est quelque chose qui... tu t'es assise, tu as écrit, ou est-ce que tu as dû le faire en plusieurs étapes? Non, en fait, je l'ai fait en plusieurs étapes. Parce qu'il y a des moments où... Enfin, c'est surtout pas un manque de temps. C'est pas un manque de temps. Des fois, avec le bébé, justement, on est fatigué. Moi, j'écrivais surtout le soir. C'était le deuxième bébé, pratiquement. Oui, je dirais le troisième maintenant. Oui, c'est le troisième bébé. Le troisième, il est sorti, c'est le troisième bébé, oui. Et, en fait, je l'ai écrit par étapes. Oui. C'est vrai que quand j'avais du temps, j'écrivais rapidement. Et puis par moments, ça stagnait parce que j'avais moins de temps, j'étais fatiguée. Voilà, et puis, mais en tout cas, je me suis vraiment amusée à l'écrire. Franchement, ça a été un vrai plaisir pour moi de l'écrire. Oui, parce qu'en fait, quand on découvre l'écriture et qu'on est dedans, c'est voilà. Ensuite on a envie d'écrire autre chose. On a envie C'est un besoin. Il y a ce week-end, le salon des auteurs. Je suis allé l'année dernière, c'était aux Abîmes, mais il y avait beaucoup plus de femmes écrivains, autrices. J'y étais avec mon livre justement. Et oui, c'est vrai. Ouais. J'y étais. Il y a plusieurs femmes qui écrivent, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et les hommes écrivent bien, parce que je ne sais pas si tu te rappelles. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'hommes qui écrivent. Non, mais je veux dire que pourtant ils ont vraiment beaucoup de talent. Moi, j'aimerais bien en voir plus. Oui. Parce que je trouve que des fois, la touche, elle est un petit peu différente. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui était venu avec des poèmes, mais sous forme d'histoire. Enfin, c'était complètement original. Donc, moi, j'incite les hommes à écrire. Il n'y a pas que les femmes. Ça serait bien qu'il y ait plus de diversité. En parlant d'hommes, voilà. À la recherche d'un cœur pur, Jocelyn Sapoti. OK. Le maire du Lamentin. Du Lamentin. Il vient de me déposer ça. C'est un roman... qu'il a fait. Bon, alors, j'aime bien le titre, À la recherche d'un cœur pur, une saga captivante qui vous emmène au cœur des mystères d'une terre de légende, etc. Donc, les hommes écrivent, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent en ce moment.
Et alors, je ne sais pas si c'est ce qui a inspiré Carole. Non. Moi, j'ai toujours eu envie d'écrire. Non, vous étiez une lectrice habituellement? Ah oui, j'adore la lecture. Je lis depuis que je suis toute petite, je dévore les livres. Mais en fait, j'ai toujours eu envie d'écrire aussi. Et je pense donc, il y aura autre chose après ça? Oui, il y aura autre chose. Si Jeanne a étudié. Ma question, qu'est-ce qui fait? Est-ce que ça sera le même style? Est-ce que tu vas Alors pour l'instant, celui qui... En fait, j'en ai plusieurs qui sont... Voilà, elle a plusieurs. Oui, qui sont en commencement. Mais en fait, le prochain, il sera sur le même... En tout cas, il y aura de l'humour aussi dedans. Il y aura encore de l'humour? Oui, ça... Mais Carole, ça veut dire que vous êtes une personne d'humour, alors? Ah bah, je sais pas, mais en tout cas, quand j'écris, ça me fait du bien. C'est un peu... des fois, on dit que c'est un peu trash, des fois, certaines choses. C'est de l'humour, mais de l'humour un peu trash, je sais pas. Mais en tout cas, moi... Par exemple, alors donne-moi un exemple. Quel exemple? Non, je vais pas dévoiler ce qu'il y a dans le livre. Mais non, un petit extrait, Carole. Non, mais ça veut dire que c'est un peu dans l'exagération. Et du coup, des fois, voilà, c'est... Mais pour moi, c'est vraiment dans l'humour. Même pas trash, en fait. C'est vraiment, elle dit les choses comme telles qu'elles sont. Comme elle les ressent. Moi, je dis telles que je les ressens. Mais bon, ça peut être... Non, mais après, c'est il y a un travail d'écriture quand même. Il y a un travail d'écriture. C'est-à-dire, on n'écrit jamais du premier jet. On écrit quelque chose et puis après, on revient dessus, on améliore. Oui. Sauf quand on est moi. En fait, c'est comme ça que moi j'ai Moi, c'est comme ça que j'ai écrit. Un jet. Le seul jet? Waouh! Tu es encore plus fort, toi. Tu ne reviens pas sous tes écrits. C'est-à-dire que ton livre alors, c'était mon premier, donc je vais relire pour les fautes. Oui, mais tu ne vas pas ni l'enrichir ni l'améliorer. Là, c'était mon autobiographie. Donc, j'ai jugé, si tu veux, que comme c'était mon autobiographie, je l'écris comme ça sort parce que c'est là, en fait. Et que j'ai besoin de le dire comme ça sort. Je n'ai pas envie de l'édulcorer. Je n'ai pas envie de changer parce que je me dis peut-être que et finalement j'ai bien fait parce que les personnes se sont reconnues parce que c'était authentique en fait. Oui, mon livre est particulier. Carole, vous l'avez à du son. Elle va encore, non, parce que... Ah, mais il faut vous il va ressortir. Non, mais elle m'a hypnotisé avec ça. Quand elle est venue ici la première fois, je ne la connaissais pas cette dame. Elle est venue comme vous présenter son bouquin. Et puis je me dis, mais c'est incroyable ça. Mais on m'a toujours dit que je ne fais rien comme les autres, donc c'était l'occasion d'avoir ma plume. Et voilà. Ouais. Et si on parle d'actualité, parce que tu aimes bien me demander mes actualités. Vas-y, ton actu alors. On avait parlé du 24 mai, j'avais annoncé le 24 mai sans savoir ce qui allait se passer le 24 mai. Alors, parce que tu me connais, j'invente des choses. Donc, Parole en écriture est de retour. Ah. Voilà. Avec un nouveau concept qui s'appelle Plume en duo. Plume en duo. Ah oui, Plume en duo. Oui. Alors, au cours de cet atelier, vous venez avec le binôme de votre choix. Votre homme, votre femme, votre enfant, votre cousine, votre copine. Le but étant de partager un moment d'écriture, de partager un moment aussi de libération, de relaxation. C'est vraiment un atelier qui va englober tout ce que je vois que l'écriture apporte dans la vie de quelqu'un. Et donc, c'est peut-être le moment de se dire les choses qu'on n'arrivait pas à se dire. Et le but, à la fin, c'est de créer une œuvre qu'on va faire donc à deux, que les personnes vont faire à deux. Et ensuite, moi, je me charge de faire une œuvre commune. Ah bon, à 4 mains, puis à 8 mains alors? À 6 mains après? Au nombre de personnes qui seront là. Ça va durer combien de temps? Alors, ça aura lieu donc de 14h30 à 17h. Oui, c'est où? Ça sera, alors je n'avais pas encore le lieu, je l'ai depuis hier. C'est au centre Régénérescence à Perrin, à Morne-à-l'Eau. D'accord. Avec Assia. Ah oui, oui. Voilà, oui. Avec Assia. Et ça sera en plein air. On se retrouve entre les gens qui se connaissent. En plus, elle me dit, on est collègues. Et ça sera en plein air. En plein air. Donc, il faudra amener les tapis. Oui. Amener sa bonne humeur. Oui. Surtout ne pas oublier son binôme. Oui, et son ordinateur aussi portable. Alors, ordinateur facultatif, parce que moi, j'aime bien écrire vraiment. Donc, moi, je me charge en fait d'amener tout ce qui est cahier, feuilles, feutres, etc. Et vraiment un moment qui va faire du bien. Alors, juste avant la fête des mères. Hein. Oui. L'occasion de se dire les choses. J'ai une femme qui m'a dit, mais moi, j'aimerais bien venir avec ma fille parce que j'ai des choses à lui dire et des fois, on ne sait pas comment se le dire. Et peut-être que par l'écriture, ça serait un moyen de libérer des choses, de se dire les choses. Normalement, quand les gens ont fini leur écriture, toi, tu reviens pour remettre tout en forme? Voilà, alors je récupère les écrits. Alors, mon idée est de récupérer vraiment les écrits sans
donner le nom de la personne qui a écrit et de partager en fait comme ça à l'aveugle. Et quelquefois, les personnes se rendent compte qu'elles ont plus ou moins les mêmes problématiques. Et voilà, ça peut donner quelque chose de super. Et moi, j'aime bien l'effet surprise de l'écriture. C'est pour ça que je fais de l'écriture intuitive. C'est pas quelque chose où j'ai vraiment des consignes avec quelque chose de suivi. C'est vraiment une idée, un concept. Ça peut être une musique, ça peut être... voilà. Et donc, je vous invite vraiment à participer à cet atelier-là. Donc, c'est samedi de la semaine prochaine, samedi 24 mai. Donc à l'espace Régénérescence. Il n'y a pas d'autres événements à venir? Il y en a d'autres, mais je garde encore au four. Ah, tu gardes encore au four. Mais il y a un événement vestimentaire, tu me connais déjà. Alors, tu n'es pas venu la dernière fois et imagine-toi que les pièces des hommes partent, il n'y en a plus. Le vide-grenier, là? Non, vide-dressing. Le vide-dressing, oui. La robe que j'ai encore. Vide-dressing de Joanne. Ah bon? Oui. Alors, je te dis, j'ai fait un partenariat avec un vide-dressing. C'est incroyable. Elle m'a dit, j'ai jamais vu ça, mais c'est super. Et du coup, ça sera un peu plus axé, robe de cocktail. Alors là, je ne pourrais pas venir. Là, mais tu peux venir, Dani. Je ne porte pas de robe encore. Je ne porte pas encore de robe. Non. Pas encore? Pas encore. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça aura lieu donc le jeudi 29 mai. Donc pareil, contactez Joanne. Il y en a beaucoup qui ont vu l'émission qui me contactent et ensuite qui contactent Joanne. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Et du coup, elle enverra ensuite la géolocalisation et voilà. Et ça sera aussi pour les... Alors, ça se passe alors, c'est une maison familiale aux Abîmes. En fait, on ne donne pas le lieu parce qu'on ne veut pas que ça soit quelque chose de trop gigantesque, trop important. Elle veut vraiment garder l'esprit maison. On vient... Donc, il faut téléphoner d'abord. Il faut l'appeler, la contacter, qu'elle envoie en fait la géolocalisation. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est vrai que c'est le 3e, si je ne me trompe pas. Alors, quand est-ce qu'il y aura un prochain pour les hommes? Le prochain pour les hommes, à voir. Parce qu'en fait, le but aussi, c'est que certains hommes lui fassent appel, puisqu'elle fait appel à des exposants, donc qui ont des pièces à vendre. Et la plupart du temps, je ne te cache pas que ce sont les femmes qui ont des vêtements, trop de vêtements. Une dernière chose, l'ouvrage de Carole, il est disponible où? Il est disponible à peu près partout. Je l'ai trouvé à Cultura. Je pense qu'il est à la FNAC aussi. Et il est en fait dans le rayon tout ce qui est un peu développement personnel. Aussi, non? En fait, ça dépend des librairies. C'est vrai, parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé dans le rayon classique. Mais en fait, oui, moi j'ai demandé, enfin, je passe dans les librairies, je leur demande quand même de le mettre plutôt dans le rayon maternité et tout. Mais, de le rendre visible quand même. Oui, déjà de le rendre visible, mais c'est vrai qu'il est souvent au rayon littérature antillaise. Oui. Donc, il n'y a pas de signature prévue là, non, c'est fini. Si, le 24 mai, je suis à la librairie Point Lire au Moule. Oui. Ouais. Et je serai à la FNAC Millénis aussi, et Colin les 7 et 11 juin. À la FNAC. Donc, oui. Et en fait, voilà, il est soit en littérature antillaise, soit au rayon maternité, développement personnel et tout. Donc, j'essaie de dire aux librairies que c'est vrai que ce serait pas mal de le laisser au rayon maternité, mais bon. Ça dépend. Je trouvais qu'il avait sa place. Oui, je pense. Le développement personnel et maternité. Sa place, ça serait. Oui, mais bon. Et on attend déjà le 2e. Voilà, on attend le 2e qui sera le 5e. Le 2e qui sera le... Le 5e, tu as déjà planifié sur... Mais non, parce qu'elle a dit tout à l'heure, c'était le 3e. Oui, parce que j'ai 2 enfants. Donc là, ça fera le 3e et l'autre, ça sera le 4e. On ne sait pas entre-temps. Mais c'est ce que je lui ai dit, lorsqu'elle fait des prédictions. Oui, non, au niveau grossesse, là, j'ai arrêté. Tu as donné? Voilà. Mais par contre, au niveau livre, je commence. D'accord. Elle va être enceinte de livre. C'est tout aussi bien. Voilà, 13h54, dernier retour à l'actualité. On parle encore des femmes. C'était la journée des infirmières ce week-end. Et Charline Agonia était sur place en reportage. On regarde un peu ce qui s'est passé. Cette manifestation se fait à l'occasion de la journée internationale des infirmiers qui a lieu le 12 mai. Donc c'est une journée qui permet de célébrer cette profession, c'est-à-dire les infirmiers et les infirmiers. Il y a différents secteurs d'activité dans ce domaine, chez les infirmiers. Il y a les libéraux dont je fais partie, hospitaliers, enfin on en trouve dans de nombreux secteurs. Donc l'objectif, sachant que c'est une profession où on donne beaucoup de notre énergie et mis à part le travail, la vie demande qu'il y ait autre chose, une vie familiale, une vie de femme, une vie de maman. Donc beaucoup de pressions qui font que les charges sont assez importantes. Donc s'occuper de sa charge, de sa charge mentale,
de sa santé mentale, plus exactement, c'est une gageure qui est l'affaire de tous. Alors l'objectif, moi-même étant infirmière de formation, ayant fait énormément de services, donc je suis passée des services les plus aigus aux services, je dirais, un peu moins graves. J'ai malheureusement rencontré un burn-out, alors malheureusement et heureusement, parce que c'est grâce à ce burn-out que je me suis reconvertie. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes et aux infirmières notamment de prendre plus soin d'elles. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le don de soi en tant qu'infirmière, on s'oublie parfois. On est justement à la course-poursuite, justement à un moment donné dans notre vie où on est toujours en train de travailler, toujours en train de donner aux autres et rarement le temps de se poser, rarement le temps de prendre conscience que nous aussi on a des besoins, nous aussi on a besoin qu'on prenne soin de nous et l'idée justement c'est de permettre aux personnes de retourner à qui ils sont réellement. Retour à soi. Moi, c'est vraiment ce que je prône, un retour à soi pour se connaître davantage et savoir ce qui nous convient ou pas. Cette journée est une manière de couper avec le quotidien et aussi de prendre soin de nous. Nous, infirmières libérales ou infirmières tout court, c'est une manière de pouvoir décompresser, rencontrer d'autres collègues et participer à des ateliers pour justement notre bien-être. Parce que on sait très bien qu'aujourd'hui, la prise en charge des patients devient de plus en plus difficile avec un contexte socio-économique compliqué. Et voilà, donc il nous faut prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin des autres. Donc c'est une très belle manière de le faire aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, il est 13h56. Je rappelle que depuis le début du Z à 12h30, on a reçu Isabelle Vestris, c'est la directrice du MAC. Il y a beaucoup de manifestations au MAC depuis la semaine dernière et ça continue. Il y a de belles choses à voir. Il y avait un Big Banca ce week-end et il y a une pièce de théâtre à voir, vraiment à ne pas rater. Et donc Isabelle Vestris était venue nous parler de tout ça et sans compter que c'est le 10e anniversaire du MAC aussi. Et les manifestations sont bien. Et elle a même dit quelque chose, que le MAC, il y aura une pièce de théâtre à voir aussi. Avec Gilbert Lomo, ça vaut vraiment le déplacement. Il y aura un opéra créole, l'opéra Limier, aussi à voir. Non, sincèrement, si vous n'avez rien à faire ce week-end et au lieu d'aller perdre votre temps autre part, allez au MAC. Et en même temps, on a reçu Madame Cindy Darmin. Madame Cindy Darmin, c'est la première adjointe au maire de Vieux-Habitants. Et c'est le mai des mémoires aussi à Vieux-Habitants. Il y a plein de choses ce week-end, le 16, le 17, le 18. Ils vont célébrer les pêcheurs, mais pas que. Il y aura beaucoup de manifestations dans cette commune. Rendez-vous est pris. Ensuite, on a reçu Aïcha Girard, conseiller technique en action sociale de la CAF, avec Nadia Keïta. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture ce week-end de la maison des 1000 premiers jours des bébés. Donc, quand vous faites un enfant, si vous avez votre enfant en 1000 jours ou moins de 1000 jours, vous pouvez venir passer la journée. Il y a des ateliers de toutes sortes depuis le matin jusqu'au soir. Et c'est à Gauzé, c'est l'inauguration officielle. Et puis, on a reçu qui? Quelqu'un que je connais, Joël Damas. Ah oui, Joël Damas, elle est encore là. Donc, elle est venue nous présenter Envie d'écrire. Avec qui? Eh bien, avec Carole. Carole qui a sorti un ouvrage. Montre-nous ça encore, cet ouvrage, qu'on le voit, oui. Alors, ça s'appelle Bonheur et tribulation d'une jeune maman. Et tribulation d'une jeune maman. Et c'est son premier ouvrage, et pas le dernier. On est bien content qu'elle ait sorti ça. C'est l'édition Negmaron. Et en signature. Ce week-end, la signature? Le 24 mai à la librairie Point Le 24 mai à Point de Lyon au Moule. Le 7 et le 11 juin à la FNAC. D'accord. Et on attend donc le prochain bouquin. Au fait, ton prochain livre, ton livre, il est en route toujours? Je t'ai dit que le premier est en réédition. Oui. Et donc le deuxième suivra. D'accord, ok. Bon. Tu sauras. Ah non, mais je sais, je me fais aucune illusion là-dessus. Conseil municipal de la vie des Abîmes avec Charlie Lagoniasti hier soir aux Abîmes. Déjeuner champêtre solidaire de l'association Soleil le Vent ce week-end, c'était Olivier Félix était sur place. La fin des travaux d'enfouissement du réseau CIMEG, on a vu ça avec Nicolas. Et on vient de terminer avec la journée des infirmières qui s'est tenue aux Abîmes aussi. Et nous, on vous dit bonne fin d'après-midi. Et on se retrouve demain à la même heure. Merci, ciao, bye bye. La réalisation était aujourd'hui avec Yann et en soutien avec Mélia Bourgeois. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, mesdames. Merci. Et à bientôt. À bientôt.